Anne-Frédérique Rochat est une écrivaine et comédienne vaudoise, originaire de Clarens, où elle a grandi. Elle vit aujourd'hui à Lausanne. Après avoir suivi les cours du Conservatoire d'art dramatique de Lausanne et d'en être sortie diplômée en 2000, elle se met rapidement à écrire des pièces de théâtre, tout en continuant à jouer. En 2005 et en 2006, elle reçoit successivement 2 prix à l'écriture théâtrale de la Société suisse des auteurs, pour Mortifère d'abord, puis pour Apnée, publiées toutes 2 chez Théâtre en Campoche. En 2007, la pièce Propre en ordre est publiée aux éditions Zoé dans le recueil collectif La Suisse côté court et côté jardin. En 2008, elle reçoit le prix des lectrices du magazine Féminin pour la nouvelle Le Temps d'Anna. La même année, sa pièce Les Éoliennes est lauréate des Journées de Lyon des auteurs de théâtre, publiée à l'Acte même et mise en scène à Lyon par Yves Charenton, avant d'être lue au Théâtre du Rond-Point à Paris. Parallèlement, Apnée est montée au Polow Théâtre à Lausanne par Nathalie Lanuzel. La même année, ayant envie de s'essayer à un autre genre littéraire, elle écrit Accident de personne, son premier roman, édité aux éditions Luce Vilquin en 2012. Depuis, elle a publié 9 romans. Les 2 derniers, Longue nuit et Petit jour, et Quand meurent les éblouissements, sont parus aux éditions Slatkin. À ce jour, 8 de ces textes ont été joués. Les plus récents sont La valse des jours, spectacle musical créé avec la compagnie 5 quarts pour les 40 ans de l'Octogone à Puy en 2019, et Les Veilleuses, montées par la compagnie Interlope au théâtre de l'Oriental Vevey et à la Grange de Dorigny en 2020. Après avoir reçu une bourse à l'écriture de Pro Helvetia en 2009, celle du canton de Vaud en 2013, Anne-Frédérique Rochat est devenue lauréate du prix de littérature de la Fondation vaudoise pour la culture en 2016. Dans ses textes, Anne-Frédérique s'intéresse aux personnages qui sont dans un moment de basculement, de transformation, de recherche, un moment de fragilité. Elle aime les êtres qui n'y arrivent pas, qui se sentent en décalage, vulnérables. Elle s'intéresse aussi à l'identité, aux personnages qui se perdent, se retrouvent, à la mort aussi, la perte. En filigrane, on retrouve toujours dans ces textes les questions existentielles, tout en gardant une touche d'humour et d'étrangeté. Anne-Frédérique va nous lire plusieurs extraits de son dernier roman. Bonsoir. Alors moi aussi je suis émue et heureuse d'être ici. C'est vraiment une chance de pouvoir travailler dans un endroit comme celui-ci. Le premier extrait que je vais vous lire, parce que je vais vous lire 2 extraits de 2 livres différents, mes 2 derniers livres, c'est un extrait de Longue nuit et Petit jour, qui est mon 8e roman, paru aux éditions Slatkin. C'est l'histoire d'Edwige, qui a passé une année difficile. Et une de ses amies, Anne, lui propose de lui prêter son petit chalet pendant l'été. Elle accepte, elle s'y rend, elle essaye de s'habituer, voilà la page, elle essaye de s'habituer au lieu, au bruit, à la solitude, et soudain un homme entre dans le chalet et lui dit qu'à lui aussi, Anne a prêté le chalet pendant l'été. D'abord elle a peur, et puis après elle se dit mais c'est pas possible, c'est un petit chalet. Donc elle a envie de partir sur le champ, elle essaye d'appeler son amie, elle n'arrive pas. Et finalement, elle ne peut pas partir parce qu'il n'y a pas de corps postal le soir, donc elle doit rester. Ils passent une soirée les 2, et puis ils discutent, et elles se sont écoutées comme rarement, et puis elle n'a pas du tout envie de rentrer chez elle, donc elle reste. Le passage que je vais vous lire, c'est après quelques jours de cohabitation. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant le chalet à écouter la nuit tomber, les bruits alentour se transformer, devenir plus opaques, plus étranges, plus menaçants. Célien se dévoila et parla de son secret. D'une voix calme et basse, il expliqua à Edwige qu'il avait quelque chose de différent des autres qui l'isolait. Il tournait autour du pot. Elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Il évoquait la puissance du cerveau et toutes les choses inexplicables, irrationnelles qui nous entourent. Il lui dit que ça avait commencé dans l'enfance,
que très tôt il avait eu conscience de cette particularité. Il appuya bizarrement sur ce mot, comme s'il faisait naître en lui des sentiments contradictoires, mais qu'il n'avait osé se confier à personne par peur d'être pris pour un fou. Edwige était suspendue à ses lèvres. Il avait le don de maintenir le suspense. Elle essayait de deviner la nature de ce secret qui l'auréolait de tant de mystère. Elle mourait d'envie de l'assaillir de questions, de le presser, mais elle sentait qu'il ne fallait surtout pas le brusquer s'il s'ouvrait, au risque de le braquer. « J'ai partagé ça avec très peu de personnes, » dit-il dans un chuchotement. Edwige devait tendre l'oreille, d'autant plus que les sons que la nuit faisait naître devenaient de plus en plus présents, s'échappant de la forêt pour mieux résonner dans la vallée. Vraiment très peu. Mais à vous, je sens que je peux le dire, je crois que vous comprendrez très bien de quoi je veux parler. Il la regardait d'un air entendu, mais elle n'entendait rien. Rien que le cri des oiseaux de proie et autres nocturnes qui avertissaient par jeu ou par provocation que la chasse était ouverte. Non, je suis désolée, je ne comprends rien, et avec tous ces... Elle ne retrouvait plus le mot juste, dû en choisir un autre, plus virulent. Tous ces hurlements, je ne capte plus qu'un mot sur deux. Rentrons. Ils s'installèrent au salon, elle sur le canapé, lui sur le fauteuil. Il alluma la petite lampe avec l'abat-jour en laine. L'objet n'était pas d'une beauté terrassante, mais diffusait une lumière douce qui créait une atmosphère chaleureuse. « Ça va ? Vous m'entendez mieux maintenant ?»« Oui, dit-elle dans un sourire, je vous entends parfaitement. C'est incroyable ce qui peut être envahissant. » Célien se mit alors à raconter comment, gamin, il avait passé une nuit terrible à cause d'un hamster qu'il avait reçu et qui n'arrêtait pas de courir dans sa roue. Puis il se rappela un vieux chat que ses parents avaient été chercher dans un refuge et qui le soufflait, la queue hérissée, les pupilles dilatées, à chaque fois qu'il le croisait dans l'appartement. Edwige appréciait les histoires d'animaux, et elle aurait pu rester des heures à parler de Caramel ou de Minouche. Mais il y avait le secret qui l'obsédait. Et donc, vous disiez qu'il y avait cette chose qui vous éloignait un peu des autres, dit-elle pour recentrer la discussion sur ce qui l'intéressait. Qui m'en éloigne et m'en rapproche, les deux en même temps. C'est drôle. C'est un sentiment que j'ai déjà ressenti, oui. Et il se tut, fit craquer les articulations de ses doigts. Edwige détestait ce bruit. Et puis il commençait à l'agacer avec sa manière de la tenir en haleine et de lui balancer des indices au compte-gouttes. Elle avait envie de le secouer et de lui arracher son secret, de gré ou de force. « Je vois, » déclara-t-il. À la façon dont c'était dit, Edwige devina que c'était ce qu'elle attendait. Pourtant, elle ne comprenait toujours pas de quoi il s'agissait. Décidément, ce type avait une passion pour les énigmes. « Vous voyez, » répéta-t-elle avec lenteur. « Mais vous voyez quoi ?» Voilà, ça c'est le premier extrait. Maintenant, je vais vous lire le deuxième extrait de Quand meurent les éblouissements, un univers assez différent. C'est mon 9e roman. Là, on suit l'histoire de Chiara, qui, à l'âge de 16 ans, passe un casting pour un rôle important au cinéma, poussée par sa mère. Elle décroche le rôle, et dès lors, le monde du 7e art s'ouvre à elle. On la suit de ses 15 à ses 30 ans environ, avec ses succès, mais aussi ses échecs, son besoin de reconnaissance. Dans ce livre, j'ai notamment eu envie de traiter du thème de la célébrité, à travers Chiara et son métier, mais aussi à travers sa sœur cadette, Lise, qui est une fan inconditionnelle de la chanteuse Mylène Farmer, au point de s'habiller et de se coiffer comme elle, au point de se perdre. À travers aussi leur mère, Maggie, qui fabrique des poupées, et elle arrivera enfin à vendre ses poupées en tissu quand elle commencera à en faire des doubles de célébrités. Donc elle fait des poupées Lady Di, Barack Obama, Gérard Depardieu, et on s'arrache ses poupées. Enfin, le passage que je vais vous lire, c'est vers la fin du livre. Chiara n'a plus trop de travail en tant qu'actrice, la vie n'est pas facile. Et là, avec sa mère Maggie, elles vont voir sa sœur cadette, Lise,
qui fait un séjour en hôpital psychiatrique pour ses problèmes identitaires. Lise se trouvait au 4e, elles prirent l'ascenseur. La porte de la chambre était fermée. Maggie frappa, pas de réponse, elles entrèrent. Les rideaux étaient tirés. Lise était allongée sur son lit, elle leur jeta un coup d'œil avant de fixer le plafond. « Bonjour, chérie, comment vas-tu aujourd'hui ?» Elle resta muette. Chiara s'étonna de découvrir que ses cheveux avaient perdu leur flamboyance. Comme dans son rêve, ils étaient bruns et secs. « Tu veux qu'on descende à la cafétéria ?» demanda Maggie. Elle fit non de la tête. « Tu veux que j'aille t'acheter quelque chose ?» Elle acquiesça. « Un chocolat froid et des M&M's, le grand paquet. Très bien, je vais te chercher ça. Chiara ?»« Rien, merci. » Maggie sortit, referma la porte. Les deux sœurs échangèrent un regard, et ce regard les relia. Elles y entreaperçurent leur complicité du passé, l'entente au-delà des mots, la satisfaction de se retrouver seules, sans leur mère. Tout n'avait pas disparu. Lise tendit la main, une main dont les petites peaux autour des ongles étaient arrachées. Chiara y glissa la sienne, une émotion la submergea. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas touchée. Elle serra la paume de sa cadette fort, comme si cette étreinte avait le pouvoir de la réancrer dans son corps. Mais c'était peut-être trop de proximité d'un coup. Lise se libéra, ramena sa main sur sa poitrine, puis susurra. « J'ai peur. »« De quoi ?» Il y eut un silence, lourd. Chiara eut envie de se lever, d'ouvrir les rideaux, mais elle savait que sa sœur préférait la pénombre. « De me disloquer » chuchota-t-elle. Ce mot résonna comme un galet qui tombe dans un puits vide. « Comment ça ?» balbutia Chiara. « J'ai perdu Mylène, je l'ai perdue. » Ses lèvres se mirent à trembler, puis des larmes jaillirent de ses yeux. Elle sanglota comme une petite fille. Chiara la prit dans ses bras, la berça, caressa ses cheveux secs, et malgré la tristesse, l'impuissance qu'elle ressentait, elle était heureuse de pouvoir être en lien avec sa cadette. Il n'y avait plus de grands paquets de... Maggie s'immobilisa dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Je lui parlais de Mylène, » répondit Lise d'une voix faible. « Je suis en train de te fabriquer une poupée qui lui ressemble. Je l'aurai bientôt fini, ça devrait te soulager. » Elle était dedans. C'était ça qui était bien et qui tenait chaud. « Je sais, mon cœur. Tiens, ton chocolat froid. Il n'avait plus de gros paquets de M&M's, j'ai pris des Maltesers. » Elle posa le tout sur la table de nuit. « Sans elle, la vie n'a plus aucune valeur. »« Et nous, on ne compte pas ?» s'offusqua Maggie. « Je n'arrive pas à expliquer. Elle était ma force, et depuis qu'elle a disparu, c'est comme si j'avais disparu, moi aussi. » « Elle n'a pas disparu, c'est faux. Elle continue de vivre, elle. L'autre Mylène, oui, mais celle que j'avais dedans, qui m'aidait, celle que j'avais là, dit-elle en appuyant sur son sternum. La petite, la portative, est morte à cause de leurs médicaments ou je ne sais quoi. Ce sont eux qui l'ont tuée. » Les sanglots reprirent. Chiara pensa à Baldewski, au rêve que ce serait de refaire un film avec lui. Elle se remémora les années avec Tom, le bonheur qu'elle avait connu pour lutter contre la sensation d'étouffer et les catacombes dans lesquelles sa sœur l'entraînait. Ce n'est pas normal d'avoir une Mylène à l'intérieur de soi. S'ils te l'ont enlevée, que ce soit grâce aux médicaments ou à la thérapie, c'est pour ton bien, expliqua calmement Maggie. Qu'est-ce qu'ils en savent de mon bien? Tu n'as jamais été très heureuse, que ce soit avec Mylène ou sans elle. Tu ne t'es jamais sentie épanouie, à l'aise dans ta peau. C'est pour ça que tu es venue ici. Les angoisses étaient déjà là, rappelle-toi. Oui, mais je me sentais quand même mieux avant que maintenant. Et je préférais être à la maison, dans ma chambre, que dans cet asile. Les gens sont bizarres. Ils parlent en chuchotant ou alors ils crient. Je veux partir d'ici, maman, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Le visage de Lise était mouillé de larmes. Et une ride profonde s'était creusée entre ses sourcils. « Je vais me chercher à boire, » déclara Chiara en se levant. Elle sortit de la chambre, referma la porte derrière elle, s'appuya contre le mur du long corridor qui sentait le désinfectant et tenta de délier
le nœud dans sa gorge en respirant. Elle n'y parvint pas tout à fait, quelque chose l'entravait encore en descendant à la cafétéria. Elle se dirigea vers les frigos, chercha une bière, n'en trouva pas. La caissière lui apprit que la maison ne vendait pas d'alcool. Comment ça, pas d'alcool? C'est au Fakara, elle aurait eu tant besoin d'un verre. De nombreux patients ici souffrent de dépendance. C'est pour les aider que nous ne proposons pas de boissons alcoolisées, répondit la femme. Elle avait le ton d'une personne persuadée d'être du bon côté de la barrière, tandis que tant d'autres se traînaient dans la fange.